Cours 15, extrait de Physique-Chimie TSTI 2D aux éditions de La Grave. Nous allons dans ce cours parler un petit peu des pictogrammes de sécurité et faire des rappels sur les masses molaires et concentrations. Alors les pictogrammes sont les petites images que l'on trouve sur les produits chimiques qui permettent d'informer sur le danger de ces produits. Alors les pictogrammes sont généralement assez explicites, celui-ci pour explosif. On voit ici les anciens pictogrammes qui étaient de couleur orange, qui normalement sont aujourd'hui remplacés par ces pictogrammes en forme de losange blanc sur fond rouge. Le pictogramme inflammable, donc qui s'enflamme facilement, on va trouver ça sur de l'essence par exemple, c'est le pictogramme qui représente une flamme. Ici on a les comburants comme par exemple le dioxygène. Le dioxygène ne brûle pas mais il peut attiser un incendie, et dans ce cas sur une bouteille de dioxygène on trouvera ce pictogramme qui veut dire comburant avec un O dans la flamme, O comme oxygène. Ici, c'est un nouveau pictogramme qui veut dire que le gaz est sous pression, donc on représente simplement une bouteille sous pression. Ensuite, le pictogramme qui va nous intéresser dans ce chapitre sur acide-base, c'est celui-ci, le pictogramme qui montre une main ou un métal qui reçoit un produit, et donc on voit que ce produit attaque soit la main, soit le métal. Ce sont les produits corrosifs qui provoquent des brûlures de la peau ou des lésions oculaires graves. Voilà le type de blessures qui peuvent être vues, donc une brûlure acide, une brûlure, un œil ici brûlé à la soude, ou un corps brûlé, ou la peau brûlée aussi à la soude ou à un acide concentré. Le pictogramme avec la tête de mort représente un produit qui peut être mortel ou toxique par ingestion. Le point d'exclamation qui remplace l'ancienne croix veut dire nocif en cas d'ingestion par contact ou par inhalation. Donc on peut trouver ce pictogramme sur des produits plus ou moins dangereux, certains pour lesquels il faut déjà faire bien attention, et puis d'autres plus classiques comme par exemple de l'eau de javel ou un bâtonnet de colle ou un effaceur par exemple. Le pictogramme avec la personne représentant cette étoile en fait vient préciser un risque qui avant n'était pas très clair sur les vieux pictogrammes. Il vient dire qu'on a une toxicité en cas d'exposition unique ou répétée. Alors après il faut bien voir la notice des produits pour voir, pour préciser le sens de tous ces pictogrammes. Le pictogramme en lui-même n'est pas suffisant pour indiquer le risque précis encouru quand on utilise ce produit. Il faut aussi se référer à d'autres informations qu'on va trouver sur l'étiquette ou sur la notice. Donc ici, ce type de produit peut induire des cancers à long terme, ou des ennuis sur la santé. Alors ils peuvent être mutagènes, toxiques pour la reproduction, etc., etc. Quant au dernier pictogramme qui montre un poisson et un arbre, il est suffisamment explicite. Il dit simplement que ce produit est très polluant, notamment pour les organismes aquatiques. Donc il ne faut surtout pas rejeter ces produits à l'évier où ils vont finir après l'usine de traitement dans les nappes phréatiques et qui peuvent entraîner une pollution nocive. Masse molaire et quantité de matière. Alors, la masse molaire, c'est la masse d'une mole de quelque chose, de molécule ou d'un atome par exemple, et on va déjà commencer par redéfinir ce que c'est qu'une mole. La mole, symbole mole, c'est l'unité de quantité de matière en chimie, notée N. Une mole contient exactement 6,022, alors souvent on écrit simplement 6,02 fois 10 exposant 23 entités élémentaires. Na est noté le nombre d'Avogadro. Il faut bien comprendre que c'est un paquet de 6,02 10 exposant 23 machins, alors les machins pouvant être des atomes, des molécules ou pourquoi pas autre chose. Alors pourquoi ce nombre? En fait, ça vient d'une astuce que les chimistes utilisent pour mémoriser plus facilement toutes les masses molaires. Il se trouve que tous les atomes sont constitués d'un noyau, sont constitués de noyaux qui peuvent être constitués eux-mêmes, qui sont constitués eux-mêmes de protons et de neutrons. Voilà.
Et autour de ce noyau, on a le cortège électronique avec les électrons qui sont autour. Alors, les électrons sont très très légers et ne participent quasiment pas à la masse de l'atome. La masse de l'atome dépend essentiellement de la masse du noyau, et le noyau est constitué de protons et de neutrons. Et si je prends 6,02 fois 10 exposant 23 protons, eh bien, ça fait une masse de 1 gramme. Ça fait une masse de 1 gramme environ. Si je prends 6,02 10 exposant 23 neutrons, eh ben c'est pareil, j'ai aussi 1 gramme. Donc finalement, c'est là où ça simplifie le travail de mémorisation de la masse des atomes, c'est que si on sait qu'un atome, par exemple l'atome d'hélium, donc l'hélium, dans le tableau périodique, il est associé à Z égale 2, et les deux protons sont souvent associés à 2 neutrons qui font 4 nucléons en tout. Et ces 4 nucléons, eh bien, si on en prend une mole, eh bien, ça va faire 4 grammes. Donc en fait, le nombre de nucléons qu'on va trouver ici dans une espèce chimique, eh bien, ça va être une très bonne approximation de la masse molaire de cet élément. Et la masse molaire de l'hélium, eh bien, c'est 4 grammes par mol, 4,0 grammes par mol. Alors si on prend par exemple le carbone le carbone le plus classiquement rencontré, c'est C6, et pour 6 protons, eh bien on a 6 neutrons aussi qui font 12 nucléons, et donc la masse molaire du carbone, bah, c'est 12. Pour l'oxygène, c'est Z égale 8. Il est associé aussi à 8 neutrons, ce qui fait 16 nucléons. Donc la masse molaire de l'oxygène, c'est 16. Donc c'est plus facile, beaucoup plus facile à mémoriser. Sinon, si on s'intéressait à la masse d'un atome d'oxygène, bah, on aurait un nombre compliqué, avec des puissances de 10 compliquées à retenir, alors que ça fait des valeurs beaucoup plus simples à retenir. Maintenant qu'on a défini la masse molaire d'un élément chimique, eh bien, la masse molaire d'une molécule, par exemple le dioxyde de carbone, si je prends une mole de dioxyde de carbone, eh ben c'est 6,02 atomes de carbone, plus 2 fois, à cause du 2 ici, 2 fois 6,02 10 exposant 23 moles d'oxygène. Donc en fait, c'est la masse molaire du carbone, fois 1, puisque j'ai un carbone ici, et 2 fois la masse molaire de l'oxygène, et ça me permet de calculer comme ceci la masse molaire pour n'importe quelle molécule. Pour définir tout ça, alors la masse molaire, par définition, la masse molaire grand M, c'est la masse d'un corps en question divisée par la quantité de matière en question. Ce sont des grammes par mol. Voilà, et donc la masse molaire, ce sont des grammes par mol. On peut, ça c'est la manière la plus simple de mémoriser la formule, et on va la retrouver ici sous une autre forme, qui est la quantité de matière en mol, qui est égale à la masse divisée par la masse molaire. Donc la masse en grammes divisée par une masse molaire en grammes par mol nous permet bien de retrouver une quantité de matière en mol. Dernier détail, pourquoi est-ce qu'on a des masses molaires qui peuvent être égales à 35,5? Parce que ça voudrait dire qu'on a 35,5 nucléons dans le chlore? Non, c'est pas ça. En fait, le chlore, avec Z égale 17 protons, on le trouve associé parfois avec 18 neutrons qui font donc 35 nucléons, mais parfois il en a 2 de plus et ça fait 37 nucléons. Et donc on en trouve 25% de celui-ci, non, 75% de celui-ci, on en trouve 25% de celui-ci, et quand on calcule une moyenne, eh bien on tombe sur 35,5. C'est pour ça que certaines masses molaires peuvent être en fait peuvent comporter des décimales. C'est parce que dans la nature, on ne trouve pas que par exemple du carbone 12, on ne trouve pas que de l'oxygène 16, il peut y avoir par exemple du carbone 14 ou, ou un autre nombre de neutrons associés au nombre de protons. Concentration. Alors,
on parle de concentration quand on a une solution, c'est-à-dire qu'on a un solvant. Le solvant, c'est ce qui dissout, c'est le liquide qui permet de dissoudre quelque chose, et qu'on dissout une espèce qui s'appelle le soluté. L'ensemble s'appelle la solution. Alors, si on prend un exemple simple, le solvant, souvent, c'est l'eau. Le solvant, ça serait l'eau. Le soluté, ça serait par exemple du sel. Et la solution, bah, ça serait de l'eau salée. Ou alors pour de l'eau sucrée, voilà, le sucre c'est le soluté, l'eau c'est le solvant, et l'eau sucrée serait aussi une solution de sucre dans l'eau. Alors on parle de concentration massique ou de concentration en masse. On peut dire aussi concentration en masse, qui va s'opposer à la concentration molaire, ou on devrait dire plutôt concentration en quantité de matière. Alors la concentration en masse, c'est la masse. Alors ici on va écrire un peu mieux cette formule parce que c'est pas assez précis d'Rm sur V. Pourquoi c'est pas assez précis? Parce qu'on a déjà une formule qui est égale à M sur V. C'est la masse volumique. La masse volumique par exemple de l'eau, bah, c'est la masse de l'eau divisée par le volume de l'eau. Mais ici, la masse en question, c'est la masse de soluté. Donc c'est toujours mieux de l'écrire. La masse de soluté divisée par le volume de la solution. Alors la masse de soluté s'exprime en grammes, le volume de la solution s'écrivant étant généralement décrit en litres, eh bien on a une concentration massique, une concentration en masse qui s'exprime en grammes par litre. On peut s'intéresser aussi à la concentration en quantité de matière, auquel cas on ne cherche pas à connaître le nombre de grammes de soluté par litre de solution, mais on cherche à connaître la quantité de matière de soluté par litre de solution. Auquel cas, à la place de M, eh bien, on va mettre la quantité de matière N. Et donc on peut écrire que la concentration, généralement on ne met pas d'indice. Quand il n'y a pas d'indice, c'est une concentration en quantité de matière. Quand on met un indice, c'est une concentration en masse. Et c'est donc la quantité de matière de soluté divisée par le volume de la solution. Donc des moles, des litres, et ici une concentration en moles par litre. Les deux concentrations molaires et massiques sont reliées entre elles par la masse molaire. Alors ici, démontrons cette formule. Alors cette formule, elle est plus simple à mémoriser sous cette forme. Cm égale Cm. Concentration massique, alors on va le faire ici, c'est la masse divisée par donc la masse de soluté divisée par le volume de la solution. Alors, c'est égal. Une masse, on a dit tout à l'heure que c'était égal à, la masse était égale à petit n fois m. Alors, je remplace la masse de soluté par la quantité de matière de soluté multipliée par la masse molaire de soluté, divisée par le volume de la solution. Or, je vois que si je considère uniquement ça, eh bien, j'ai l'expression de la concentration en quantité de matière. Donc ça, c'est C, ça, c'est Cm, et je retrouve fois M, d'où la formule Cm égale Cm. Concentration en masse est égale à concentration en quantité de matière multipliée par masse molaire. On peut vérifier qu'au niveau des unités, c'est bien cohérent. Si j'ai ici donc une concentration, c'est des moles par litre, que je multiplie par une masse molaire qui sont des grammes par mol, eh bien si on simplifie les moles, on obtient bien des grammes par litre, que j'écris ici, grammes par litre.
Préparation d'une solution de concentration donnée. Alors on peut l'obtenir par dissolution d'un solide. Si on a le soluté qui est généralement sous forme solide, on va en placer une masse M dans une fiole jaugée de volume V. Alors il faut bien se rappeler qu'en fait, quand on prend une fiole jaugée de volume V, eh bien, si on veut une concentration de par exemple 5,0 g par litre de sucre, ben, on ne va pas mettre 5 g de sucre et 1 litre d'eau. Non. On va mettre les 5 g de sucre. Et puis on va rajouter de l'eau pour qu'en tout ça fasse 1 litre. Donc forcément, comme le sucre occupe un peu de place, on va mettre un peu moins qu'1 litre d'eau. En fait, c'est bien ici le volume. Quand on a une concentration, c'est bien la concentration, c'est bien par exemple, pour masse X, c'est la masse de soluté divisée par le volume de la solution et pas le volume du solvant. Donc c'est bien 1 litre de tout ce qu'on obtient à la fin. Donc par dissolution, on met ça là-dedans. Donc après, il faut reprendre le protocole qui a été vu. Donc on le met là-dedans, on remplit jusqu'aux 2/3, on agite jusqu'à ce que ça soit tout dissous, on complète, on agite encore et on complète jusqu'au trait de jauge. Tout ça est vu dans les fiches méthodes. On peut aussi préparer une solution par dilution. Et la dilution, c'est quand on part d'une solution mère qui est concentrée, de concentration molaire, qu'on appelle C-mère, et qu'on en met, en gros, si je dessine ici un récipient sous forme d'un cube, j'ai ici une concentration je mets par exemple 1 litre d'eau sucrée à 5 g par litre. Donc j'ai en fait ici dispersé, j'ai en fait ici 5 g de sucre. Ensuite, je complète avec de l'eau, jusqu'à, par exemple, obtenir 10 litres. Mes 5 g de sucre sont maintenant dispersés un peu partout ici. Et j'ai toujours 5 g de sucre, mais qui maintenant sont répartis dans 10 litres d'eau. Et j'aurai une concentration de 0,5 g par litre. On voit que de 5 g par litre à 0,5 g par litre, j'ai eu un facteur de dilution de 1/10, et donc ma concentration de la solution mère est passée dans cet exemple, a été divisée par 10 et a été multipliée par le facteur de dilution de 1/10. On exprime ceci par une formule qui dit que la concentration d'une solution fille est égale à la concentration d'une solution mère multipliée par le volume de la solution mère divisé par le volume de la solution fille. Parfois on écrit ceci, C1V1 égale C2V2. En gros, si j'ai un volume V1 de concentration C1 et que je mets ça dans une fiole jaugée et que je l'amène à un volume V2 en rajoutant de l'eau, eh bien j'aurai une concentration C2. D'où sort cette formule C-mère fois V-mère? En fait, une concentration fois un volume, ça me donne ici la quantité de matière de soluté. Et la quantité de matière de soluté, elle est constante. Quand je fais une dilution, je rajoute de l'eau, mais je n'ai pas plus de quantité de matière de soluté. Alors ici, j'avais fait mon raisonnement avec des grammes, il pourrait se faire avec des moles. Puisqu'ici, cette formule est exprimée en concentration molaire, mais on pourrait trouver aussi la même formule pour la dilution en concentration massique, auquel cas on dirait que la concentration molaire de la solution mère, que j'appelle 1, multipliée par le volume que je prélève avec ma pipette jaugée de solution 1, va être égale à la concentration massique d'une solution 2 dont j'ai un volume V2. Tout ça, c'est la dilution et c'est à mettre en lien. Enfin, pour mieux comprendre cette formule, il faut bien revoir le protocole qui a été vu dans les fiches méthodes pour réaliser une dilution.